Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous en cette matinée du 16 décembre 2020. Nous serons ensemble jusqu'à 10 heures. Alors ce matin, nous allons parler d'apiculture, pas n'importe quelle apiculture, mais plutôt de l'apiculture urbaine. Et oui, désormais, c'est possible de faire du miel chez soi dans son balcon. Mais comment ? Quels sont les moyens, quelles sont les mesures à prendre? Et bien, ce sera dans la rubrique donc environnement, à côté donc en compagnie de Hamid Belkacem, qui aura un invité pour parler donc de cette thématique, la 3e édition du Talent Day. Oui, le Talent Day, donc c'est une rencontre pour la promotion des échanges donc en nouvelles pratiques, en ressources humaines. C'est donc un événement qui commencera dans un petit moment vers les coups de 9h30. Donc nous aurons par Skype la chargée de communication donc d'Emploatic, l'entreprise qui organise cette rencontre. Et aussi, alors vous savez, la pandémie cette année a touché tous les secteurs, notamment le secteur de l'art, le secteur de la musique, le secteur des artistes d'une manière générale. Et justement, l'ANDA, dans ce sens, a pris des mesures pour la prise en charge des artistes. Nous reviendrons donc sur ces mesures qui ont été prises. Et aussi un voyage ce matin, pas n'importe des moindres. Alors c'est un voyage au Kenya, donc oui, en Afrique subsaharienne. Et ce sera aux côtés donc de Mohamed Yahyaoui qui viendra nous parler d'un documentaire qu'il a réalisé justement pour la promotion donc de la culture, la promotion du patrimoine du Kenya. Et aussi, alors vous le savez, ces dernières années, il y a un retour vers le bio dans toute sa diversité, non seulement la consommation bio, mais aussi tout ce qui a trait aux produits cosmétiques, notamment la savonnerie. Et oui, nous aurons avec nous une savonneuse, oui, c'est comme ça qu'on les appelle. Et ben, elle sera avec nous, et c'est une artisane donc en savonnerie qui elle, s'est tournée vers la savonnerie et la savonnerie traditionnelle. Voilà un peu pour le menu de ce matin, mais avant cela, une nouvelle du ciel. Et elle me dit ce matin qu'on aura une belle journée. C'est à côté donc de Amel Larivi. À tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Amel. Bonjour Nour. Alors, on rigole bien sur la savonneuse. Oui, je ne m'attendais pas à savonneuse. Je ne pensais pas que ça existait, savonneuse. Alors, savonneuse, c'est vrai que c'est un terme un petit peu péjoratif voilà. Qu'on utilise vraiment pour les gens qui se disputent beaucoup. Mais pourquoi savonneuse? Parce que généralement, quand on passe une lessive, on rend les choses propres. Oui, et donc, savonner quelqu'un, c'est vraiment enlever tout ce qu'il y a, de rancune finalement. Et finalement, donc savonneuse, savonneur, ça a été retenu donc, pour parler de tous ces artisans qui travaillent dans la savonnerie. Ah ben comme quoi. Oui. Comme quoi. On apprend. Voilà. Donc finalement, c'est le rituel un petit peu qui fait que c'est un petit peu tout cet ancrage qui fait qu'on s'éloigne un petit peu du véritable sens des termes. Et on y revient avec ces belles pratiques. Voilà. Finalement, toi, Amel, tu reviens un petit peu au bio? Oui. Franchement, oui. En ce moment, surtout avec la pandémie. On sent très vite la différence. Ah oui, quand on mange bien. Franchement, on fait attention à ce qu'on mange. Effectivement. Surtout pendant cette pandémie. Mais avant, non. Je pense, et puis la culture aussi par rapport aux cosmétiques, par rapport au savon, justement, ça revient avec des petites formations. Donc maintenant, comme on revient aux anciennes pratiques. On revient aux anciennes pratiques. Maintenant, le savon, on peut fabriquer carrément soi-même. D'accord, oui. Voilà. Mais sinon, Amel, on continue pour les amoureux du soleil comme moi. On continue à être gâtés par le soleil et les amoureux de la pluie comme toi. On l'aura peut-être ce week-end. Ce week-end, voilà. Inch'Allah. Alors un peu plus de détails? Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume et des nuages bas sur pratiquement l'ensemble des régions nord, mais en matinée. Puis le ciel deviendra dégagé sur l'ouest, mais dégagé à partiellement voilé sur le centre et l'est. Mais le ciel se voilera progressivement, mais en fin d'après-midi sur les régions de l'ouest. La moitié sud, eh bien rien à signaler. Le ciel restera dégagé. À
partiellement voilé tout au long de la journée. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour la saison, avec toutefois un minimum de 15 degrés du côté de Batna, 16 Al Bayan, 17 Jelfa, également Constantine, 21 Tizi Ouzou, 18 degrés à Tiaret, 23 à Alger, 20 degrés à Oran, 21 à Tlemcen, 19 à Annaba, 21 à Béchar, 20 Biskra, Gardaya, 26 à Ilizi, Tamanrasset et Janet, 28 à Insalah et le maximum toujours à Borj Beji Moukhtar et Ingezam avec 32 degrés. La mer, quant à elle, eh bien, elle sera peu agitée, belle à peu agitée, on va dire, sur les côtes centre et est, mais plutôt calme sur les côtes ouest, avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest et 20 à 30 km/h sur les côtes centre et est. Et cette fois-ci, on va faire un petit tour du côté de l'Afrique du Sud, où le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé, plus exactement à Bangui, peu nuageux par contre à Addis Abeba, en Antananarivo, des pluies prévues à Abidjan, Kinshasa, Lusaka, Windhoek, mais le soleil sera bel et bien présent à Abuja et le Cap. Par contre, les températures atteindront un maximum de 37 degrés du côté de Bangui, 30 à Abidjan, 38 à Abuja, le maximum vers cette région, 25 à Addis Abeba, 27 Nairobi, 29 à Antananarivo, en passant par les 32 degrés à Kinshasa. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Alors, les 23 degrés, elle m'a l'arrivée les annonce avec un grand sourire. Mais quand il y a le jingle, elle me dit oui, mais bon, 23 degrés pour le mois de décembre. Voilà. Bah, il y a des gens qui sont heureux, hein, comme moi, Oui, d'avoir les oui. 23 degrés. Bah, je le vois hein, dans votre visage, franchement. Hein. Non, Pas mais pour quand même. longtemps, hein. Mais c'est vrai qu'on pour a besoin quand même des pluies hein, au mois de décembre. Ah oui, oui. Décembre, janvier, février, et là, il faut mettre le paquet. Et d'ailleurs, les dernières pluies, Amel, ça, on a eu quand même 15 jours de pluie Non-stop, d'affilée. Oui. Et ça a bien alimenté nos barrages, d'ailleurs. Ah oui, franchement. Ça a bien alimenté. On Nous est allons même en parler arrivé à d'ailleurs 100 ce matin. mm par jour. Hein. Voilà, et d'ailleurs ça a bien alimenté, les barrages Ah et bah, nous tant allons en mieux. parler ce matin donc, Inch'Allah. avec l'un des représentants. Amel, merci beaucoup. Merci à donc vous. on te retrouvera toujours Midi, tout à l'heure, 19h. donc midi, 19h et Voilà. demain, donc pour moi, je À demain. Demain encore, il y aura des températures douces comme aujourd'hui. Ben, on va voir tout à l'heure. Bon, ouais, bon, Je nous, l'annoncerai tout n'exagère à pas l'heure. trop. Hein. Ouais, Nous, ça ouais. va, n'exagère pas. Hein. Faut pas demander encore plus. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Amel. C'est Allez, maintenant, pause musicale. Ce sera en compagnie de Mohpakou. L'apiculture urbaine, le miel à domicile, c'est désormais possible et on en parle ce matin dans la rubrique environnement en compagnie de Hamid Belkacem. Bonjour. Bonjour, sabah al-asal. Sabah al-asal. Et quel sabah qu'on commence avec Voilà. l'asal? C'est tonifiant, ça a beaucoup de... Mais je préfère laisser notre invité en parler. Voilà, Donc, du moment que vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Voilà, exact. Et justement, vous êtes en compagnie de Madame Rania Zitouni. Bonjour. Bonjour madame, Marhaba bik. merci pour l'invitation. Allah yasselmek. Alors, vous êtes chef de département au niveau de l'Institut technique des élevages. Exact, oui. Voilà, et donc aujourd'hui, on parle de l'apiculture urbaine. Urbaine parce que tout simplement, en vie, dans cette période de confinement, on essaie toujours d'être à proximité des choses que nous aimons. Et parmi les choses que nous aimons, en étant très grizzly, on aime le miel. Et le miel, il y a eu pendant toute la saison 2020 des restrictions d'ordre sanitaire pour ne pas aller sur les lieux où on produit le miel. Donc il y a quelques tentatives un petit peu partout à travers le monde. Mais il faudrait encadrer ça avec des spécialistes, d'où la présence de Madame Rania Zitouni qui s'occupe du département, qui s'occupe du miel et de la qualité, on va en parler aussi. Alors, Madame Zitouni, est-ce qu'on peut faire de l'apiculture en milieu urbain? Et quand on dit urbain, ça peut être dans son petit jardin, comme ça peut être sur la terrasse de l'immeuble. Oui, on peut faire de l'apiculture pour ne pas, c'est-à-dire avant de parler un petit peu des risques, c'est possible. C'est un phénomène qui a apparu un petit peu dans le monde, ça fait une vingtaine d'années comme ça, où l'on veut exploiter tous les espaces verts, c'est-à-dire les jardins publics qu'il y a au niveau des villes. Ça donne du miel. Issus des fleurs variées, échelonnées qui existent au niveau des jardins publics, donc c'est une bonne chose. En même temps, c'est un milieu qui est moins pollué, on utilise moins de pesticides au niveau des villes, parce qu'au fait, au niveau de la campagne, là où on a, c'est-à-dire l'élevage apicole en général, ou normalement, où il existe, il y a l'usage des pesticides, surtout je parle des pays, c'est-à-dire dans le monde, où il y a des grandes cultures monoflorales. C'est Voilà, la culture donc, intensive.
intensive et monoflorale, monoculturelle. Oui. Ce qui fait que des fois, il y a des traitements pesticides qui nuisent aux abeilles. Et là, on peut dire que c'est une petite solution pour certains apiculteurs qui ont eu l'idée de mettre en place des ruches sur les bâtiments, sur les toits. Et ils ont fait une bonne production de miel. Et Une bonne production de miel. Une bonne production de miel avec du miel qui était moins pollué. C'est-à-dire pollué question pesticides. Pesticides. Vous voulez dire que... allez-y, en tout cas. Oui, non, parce que là, vous avez juste touché un point. J'ai envie de dire c'était un petit peu une idée reçue parce qu'on a toujours l'impression que les milieux urbains sont beaucoup plus pollués que la campagne. Et donc là, vous touchez un petit peu à une idée reçue. Donc finalement, comment se fait-il que voilà, les milieux urbains, le miel du milieu urbain reste moins pollué? On a moins pollué par rapport aux pesticides. Parce qu'il n'y a pas de culture, donc on n'utilise pas d'insecticides, surtout les dernières vagues de pesticides qui sont c'est des neurotoxiques, donc ils sont vraiment dangereux. Et je parle de manière globale, c'est-à-dire dans le monde, pas pour le cas de l'Algérie uniquement. Maintenant, pollution, je ne parle pas de la pollution des villes. Pas de la pollution atmosphérique, mais la pollution chimique liée, entre guillemets, aux engrais, aux pesticides. Voilà, voilà. Donc, il y a eu une production de miel, certes, et puis cette méthode-là, elle a aussi ses limites. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on ne peut pas se permettre d'élargir le nombre de ruches au niveau des villes, puisqu'il faut préparer déjà l'environnement. Est-ce qu'il y a des espaces publics suffisants pour ces ruches-là? Et est-ce qu'il y a assez de fleurs? Voilà, la question n'est pas aussi simple que ça. C'est pas uniquement de mettre des ruches. Et ça existe même en Algérie. On en voit plein de voisins ou là des gens qu'on connaît qui mettent en place une ou deux ruches sur le toit ou dans le jardin. Mais ces gens-là viennent vous voir au niveau de l'ITEV, l'Institut technologique des grands élevages, pour les accompagner? Surtout pour débutants qui ont par exemple trouvé un essaim dans le jardin, ils l'enruchent, donc ils le récupèrent, ils ont bien envie de le suivre et d'apprendre. Et c'est comme ça que pas mal d'apiculteurs ont commencé cette activité. Donc oui, c'est bien, mais... il y a des risques parce que quand on dit apiculture, qu'elle soit en campagne ou en milieu urbain, ça veut dire abeilles. Et les abeilles sur les 7 continents ne sont pas identiques. Il y en a qui sont douces, d'autres qui sont un peu plus agressives. Et nos abeilles ne sont pas très douces, paraît-il. Nos abeilles ne sont pas très douces et donc il faut faire vraiment attention. Ce n'est pas des petites hutchies, mais un peu plus sauvages. Premièrement, il faut être connaisseur, donc il faut pratiquer avec au moins une formation basique au moins. Que l'on peut donner au niveau de l'ITEV. Qu'on donne à l'ITEV toute l'année, c'est-à-dire même par rapport à la conjoncture sanitaire actuelle, on peut même, c'est-à-dire former les gens même par téléphone. Les gens nous appellent, ne cessent pas de demander conseil et on le fait. On sort même chez les apiculteurs, il n'y a aucun problème pour ça depuis le temps. L'ITEV accompagne les apiculteurs depuis toujours. Alors, revenons à nos abeilles. Voilà, donc le cas de l'Algérie maintenant, il faut vraiment faire attention parce qu'on a des abeilles qui sont agressives. Contrairement aux abeilles à l'étranger, dans pas mal de pays où l'abeille, elle est sélectionnée, elle est plus douce. Alors, elles sont, on essaie d'expliquer, elles sont agressives parce qu'elles n'ont pas été sélectionnées. Au départ, toutes les abeilles étaient agressives. Voilà. Là où on a fait de l'apiculture, notamment de l'apiculture urbaine ou même en campagne, on a sélectionné les abeilles pour arriver dans le temps à avoir des abeilles douces. Voilà. Très bien. On n'en est pas encore là. Et en général, il y a un programme de sélection à l'ITEV justement qui travaille sur ce critère-là. C'est pour atténuer l'agressivité des abeilles. Et c'est-à-dire, dans la loi, il faudrait que le rucher soit éloigné des agglomérations et des espaces publics. C'est-à-dire, là où il y a les êtres humains, il faut que le rucher soit éloigné. Alors, c'est pour ça que cette méthode-là, elle est un peu limitée. Il faut vraiment commencer doucement et vraiment préparer l'environnement. On peut avoir aujourd'hui des abeilles douces en petite quantité pour commencer à faire de l'apiculture urbaine? L'apiculture urbaine, si on doit la commencer, c'est qu'il faut aller avec 1, 2, 3, quelques ruches uniquement. Sans plus. Vu ce risque-là que je viens de citer. Et puis, l'idée aussi d'exploiter le potentiel mellifère gigantesque que le pays a. Nous sommes un pays continent quand même. Donc, j'estime qu'on a énormément de potentialités mellifères qui ne sont pas encore totalement exploitées. Je vous disais tout à l'heure que c'est-à-dire nous sommes en train où nous devons tracer une carte mellifère de l'Algérie où l'on peut exploiter partout où on va les espèces mellifères
existantes. Nous avons un pays continent très très riche. On en fait au sud? La plus grande partie de non. l'Algérie, il y a une production de miel? Actuellement, le miel le plus, c'est-à-dire les quantités de miel les plus produites proviennent du sud. Parce qu'au nord, avec l'avancée du béton et tout, donc la mitidja, on en fait de moins en moins et les apiculteurs sont très intéressés par le sud aussi. Il y a aussi la transhumance qui se fait au sud. Après la récolte du printemps, la majorité des apiculteurs professionnels se déplacent au sud pour ramener du miel, de jujubier et de toute espèce. Ce miel-là que je vous ai ramené, c'est un miel qui vient de Djelfa. Et donc, c'est des variétés exquises, de très bonne qualité. Exquises. Exquises. Et aussi, c'est des miels qui viennent de régions vierges, qui ne sont pas polluées, du moins on ne traite pas. C'est des plantes spontanées du sud, du grand sud algérien. Alors, Nordhoda, moi je voulais parler d'un aspect assez particulier. C'est vrai qu'il y a des productions mellifères, il y a du miel qui se fait un petit peu partout, mais qui est de la qualité. Si je fais du miel, j'allais dire, je vais habiter à Sidi Abdallah, dans une nouvelle cité, j'ai des amis, dans la convivialité, on essaie d'installer 1, 2 ou 3 ruches, c'est ça, au maximum, sur le toit. Ça existe. Ça existe. Oui. Et après, ce miel sera consommé, mais entre les deux parties, production et consommation, il n'y a pas un module assez important qui est le contrôle de la qualité, qui s'occupe de contrôler les productions de miel. Est-ce que ça obéit à une réglementation? Est-ce qu'il y a une sorte de fiche technique qui a des charges? Eh ben, le miel, c'est un produit c'est-à-dire il y a des normes internationales à respecter, hein, des normes internationales, des normes physico-chimiques. Avant sa mise sur le marché. Avant sa mise sur le marché, avant même sa récolte, on doit respecter certaines pratiques. Avant la récolte, l'apiculteur peut produire un bon ou un mauvais miel. S'il récolte son miel avant sa maturité, il va nous produire un miel fragile. C'est quoi un miel fragile? Un miel fragile, c'est un miel qui n'est pas assez mature, ça veut dire qu'il contient beaucoup d'eau. Et donc, il devient liquide. Et ce miel-là, il sera très, très fragile à la conservation. C'est un miel que l'abeille n'a pas encore operculé. Parce qu'au fait, après la maturation du miel, c'est l'abeille elle-même, arrivée à un taux d'humidité bien précis, elle opercule avec une couche fine de cire. C'est pas une mince affaire, hein. On a l'impression que nous, on est simple utilisateur de miel le matin sur une petite crêpe, mais bon, derrière, il y a du travail. Hein. Il y a beaucoup de travail et la société d'abeilles est une société extraordinaire. Tout est fait avec toutes les lois que l'on puisse pas deviner. Voilà. Donc le miel, une fois mûr, il est récolté. Maintenant, il y a un mode d'extraction qui doit être respecté. Par exemple, dans une ruche, on ne doit pas récolter ce qui est dans le corps de ruche. On récolte uniquement ce qu'il y a en haut parce qu'il est séparé par une grille à reine. Et les abeilles, la reine ne monte pas pour pondre des œufs qui vont se développer en larves. Ces larves-là, si on les écrase si on les extrait avec le miel, on aura un miel riche en protéines qui provient des larves écrasées. Vous voyez? Donc pour produire un miel propre, c'est la responsabilité de l'apiculteur. Hein, d'où la formation. D'où la nécessité qu'il soit formé et qu'il respecte ces règles-là. Maintenant, pour l'exportation, par exemple, du miel, on doit se fier aux normes internationales. Et là, ce n'est pas facile. Il faudrait que même les analyses au laboratoire suivent des méthodes standardisées. Et donc, avec la certification du miel, donc le produit certifié, il trouvera chemin vers l'international. Sinon, sans cela, on ne pourra pas arriver. Même si on a les meilleurs miels du monde, ils ne pourront pas aller à l'étranger parce qu'il y a des exigences pour l'importation des miels. Alors, autre chose, on parle beaucoup de renouveau rural, de la femme rurale. Il y a eu des programmes d'accompagnement de la femme rurale pour les huiles essentielles, pour extraire les huiles essentielles. Est-ce qu'il y a ce même type, ou il y aurait ce même type de programme pour la femme citadine ou rurale pour améliorer, pour être un peu plus indépendante financièrement et produire du miel en milieu urbain ou en milieu rural? Le ministère de l'Agriculture n'a jamais cessé d'apporter son soutien aux zones d'ombre, à la femme rurale, c'est-à-dire à tous les professionnels. Il y a eu pas mal de programmes. Déjà, moi-même, j'ai formé la femme. Ils ont exigé à ce que ce soit une femme qui forme. La femme rurale au niveau de la wilaya de Boumerdès, où on a fait, avec l'Union européenne, où on a fait des journées sur le terrain dédiées à la femme rurale. Oui, c'est-à-dire elle connaît la ruche, elle ouvre la ruche, elle produit du miel.
Pas mal de formations dans ce sens sont dispensées par l'ITELV, soit par soit par les cadres de l'ITELV ou même par des experts étrangers qui nous ont rendu visite. Donc, on peut avoir du miel en milieu urbain, en milieu rural, mais ce que l'on voit, ces petites graines, c'est quoi, Madame Zetouni? Voilà, c'est pour vous dire, j'ai ramené ces produits. Alors, c'est quoi? Alors, ça c'est le pollen. Le les pollen. grains de pollen, hein. D'accord. Et la gelée royale, la propolis, ça fait partie des produits de la ruche. Plus le miel, plus la cire, plus le venin d'abeille. D'accord. On en arrive peut-être à la fin. Un dernier mot pour inviter dernier mot, peut-être, les voilà. dames. C'est l'ITEV, l'Institut technologique des grands élevages, dépend du ministère de l'Agriculture, informe gratuitement un accompagnement pour ceux qui... C'est très symbolique. C'est très symbolique oui, pour les hommes et surtout les femmes qui veulent se mettre à les amateurs l'apiculture et les urbaine. professionnels et tous ceux qui désirent apprendre l'apiculture. Ben, très bien, je pense qu'on en arrive à la fin. Le miel est bien, ça pourrait être une sortie de crise. On pourrait y penser comme l'un des acteurs dans l'après-pétrole, avec l'agriculture, avec les élevages, avec des produits très bio. Et puis, on peut avoir du miel en milieu urbain qui soit plus sain parce qu'il est débarrassé de tout ce qui est pesticides, insecticides. Et voilà, on revient encore une fois au bienfait de la nature, chez soi, chez soi. Pas, voilà, le miel à domicile. Voilà, le miel à domicile et puis une grande culture de partage, de convivialité, puisqu'on va le faire avec les voisins. Voilà. Au niveau des terrasses. Voilà. Merci beaucoup donc d'avoir été parmi nous ce matin. Merci Hamid Belkacem. Merci Madame Rania Zetouni. Donc je rappelle, vous êtes chef de département donc au niveau de l'Institut technique des élevages. Voilà. Et donc on reste quand même dans le domaine de l'apiculture puisque notre collègue Leïla Benhaïcha a rencontré un apiculteur il y a quelques mois de cela. Je vous propose donc de voir ce portrait. On se retrouve juste après. Grâce à l'aide accordée par l'État aux jeunes apiculteurs pour le développement de la filière, Younes Zetouni a pu concrétiser le projet de ses rêves. Et afin de partir sur des bases solides, Younes a suivi une formation de 2 ans pour maîtriser les connaissances et les techniques de l'apiculture. C'est une passion. D'une ruche, on est passé à 5, puis on a développé le produit grâce à l'aide agricole de l'État à 30 ruches. J'ai fait un stage 2007-2008, première promo apiculture. Pour moi, c'est un métier qui nourrit toute une famille. Baptisé Atlas Abeille, outre la production du miel, pollen, gelée royale, l'activité essentielle de ce projet est la production d'essaims ou essaimages artificiels qui consiste à fonder d'une ruche mère une nouvelle colonie d'abeilles destinée pour de nouveaux investissements ou amélioration de la production apicole. Un procédé qui obéit à des étapes et des règles bien strictes. Au début du printemps, on commence l'opération d'assaimage artificiel. On prend les essaims, on les transfère à 3 km pour leur brouiller le chemin du retour. 10 à 15 jours après, ils désignent une nouvelle reine. Une fois fécondée, l'opération est réussie. Par la suite, nous poursuivrons la récupération des pertes à cause des conditions climatiques pour créer de nouvelles ruches. De par sa rentabilité pour l'apiculteur, l'apiculture dresse une liste de bienfaits pour l'humain et pour son environnement. Il y a des gens qui viennent se soigner aux piqûres des abeilles. L'apiculture est une filière riche et variée, non limitée au miel. Pour garantir le bon fonctionnement de son projet, Younes est appelé à faire face à un nombre d'obstacles contraignant le développement de son activité. Pollution, feux de forêt, conditions climatiques, les maladies et l'utilisation abusive des pesticides et engrais. En tant que secrétaire général de l'association des apiculteurs de Tipaza, il organise et participe régulièrement à des journées d'information et de sensibilisation pour protéger la filière de toute menace.
Entre l'association de la Wilaya, l'association nationale et la Fédération nationale des apiculteurs, on essaye de coordonner le travail pour échanger les expériences et organiser des expositions et des séminaires et des participations à l'étranger. Exemple, Apimondial Canada et Istanbul. Avec une ruche au début du projet, Younes compte aujourd'hui plus de 500 ruches et s'est fait une place de choix parmi les apiculteurs. Voilà, donc de retour sur le plateau et là, donc nous allons parler d'un sujet qui serait donc très important puisque ces derniers temps, les 15 derniers jours, donc nous avons été bien gâtés par la pluie et ce sont les barrages donc, qui ont pu être bien remplis. Nous en parlons ce matin avec M. Mourad Ouglawan. Bonjour. Bonjour madame. Marhaba bik. Alors vous êtes le responsable de l'exploitation des barrages au niveau donc, de l'Agence nationale des barrages et des transferts. Voilà. Alors, comme on l'a dit, ces derniers 15 jours, donc, nous avons eu quand même un taux de pluviométrie assez important. Les barrages ont été bien remplis. Mais avant cela, quelle est la situation un petit peu des barrages en Algérie? Nous en avons combien? Bon, pour l'histoire, donc, le parc des barrages il a connu une évolution. Les années 70, on avait une trentaine de barrages. Actuellement, on est arrivé à peu plus de 80 barrages. Donc, d'une capacité de mobilisation de 7 milliards 742. Le volume mobilisé actuellement au niveau du barrage, de ces barrages-là est de 3 milliards, correspondant à un taux de remplissage de 41%. Donc on a pratiquement une autonomie, on peut passer l'été un peu, si on aura des averses comme ça. Donc oui. On espère qu'on aura de la pluviométrie dans les prochains jours et on peut passer après l'été à l'aise. Alors, donc, pour l'eau qui est retenue dans ces barrages, elle est destinée à quelle sorte d'exploitation, de consommation? Donc, l'eau mobilisée, elle est destinée à l'irrigation et à l'alimentation d'eau potable. On donne annuellement pratiquement 600 millions de mètres cubes pour l'irrigation et presque 1 milliard 200 millions de mètres cubes pour l'AOP. Donc, le total, c'est 1 milliard 800 millions de mètres cubes. Donc ces dernières averses, on va parler des dernières averses. Donc on a eu pratiquement 419 millions de mètres cubes. Donc pratiquement on a eu 273 millions de mètres cubes pour les barrages de l'Est. On a eu 62 millions de mètres cubes pour les barrages du centre. 50 millions de mètres cubes pour les barrages de Chélif et pratiquement 42 millions de mètres cubes pour les barrages de l'Ouest. Donc l'Ouest, il était un peu moins arrosé que l'Est. Donc c'est la situation actuelle qui sévit actuellement en Algérie. Donc finalement, on dépend du climat. Hein. D'accord. C'est ça, on dépend du climat parce que la gestion de ces barrages, elle est un peu compliquée parce que quand on parle de la gestion des barrages, il y a 3 phénomènes qu'on doit prendre en considération. Donc il y a l'augmentation des prélèvements, parce que si on compare par exemple à l'indépendance dans les années 70, on prélève simplement 300 millions de mètres cubes, donc 200 millions pour l'AOP et 100 millions pour l'irrigation. Donc avec l'augmentation du parc des barrages, avec la construction de barrages et la démographie, l'urbanisation, l'industrialisation, ce chiffre a été quadruplé, donc multiplié. Donc on est actuellement à 1 milliard 800 millions de mètres cubes. Donc on prélève annuellement presque 2 milliards de mètres cubes. Et dans notre côté, on a le problème de la sécheresse. Ça veut dire, si vous remarquez bien, la pluviométrie, elle est limitée en 4 mois. Donc, ça veut dire entre décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Mais bon, entre décembre et mai. Donc, on a tous les autres mois de l'année, ils affichent des températures très élevées. Il y a de la sécheresse, donc on a une période où on a de la pluviométrie, elle est peu, et on a une très large période qui est vraiment très, très sèche. En plus de cela, il y a aussi le problème de l'envasement. Ça veut dire qu'il y a l'augmentation des prélèvements, il y a la sécheresse, il y a l'envasement dû à la température, parce que la température, elle rend la terre fragile, ce qui va engendrer son déclenchement vers le barrage.
Donc c'est un contexte compliqué. Et nous, on essaye de gérer pour satisfaire la demande tout en prenant en considération ces contraintes. Mais sinon, est-ce qu'on peut parler quand même d'une autosuffisance par rapport à la capacité donc, de tous ces barrages? L'autosuffisance, donc actuellement, nous en Algérie, on n'a pas d'oued. Ça veut dire que la seule solution, c'est de mobiliser de l'eau. Ça veut dire notre stratégie est de mobiliser le maximum. Quand il y a de la pluviométrie qui tombe, on essaie de la mobiliser au maximum. Notre autonomie, autosuffisance, elle dépend du climat. On vit actuellement un changement climatique. Ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer à moyen terme. Parfois, on a des pics de pluviométrie, on a des pics des apports. Et dans un autre temps, on a des pics de température. Ça veut dire qu'il y a une fluctuation très aléatoire. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut prévoir, mais nous, notre stratégie de l'Algérie, d'une manière générale, est d'essayer de construire le maximum de barrages, de mobiliser le maximum pour profiter de la période hivernale. Ça veut dire mobiliser le maximum pour qu'on puisse satisfaire cette demande qui est croissante. Elle croît avec la démographie, avec l'industrialisation, avec tout ça. Et on essaye de gérer le maximum, de faire un peu l'équilibre. Mais en plus de ça, on essaye aussi de faire des transferts de l'eau entre un barrage qui a de l'eau, un barrage qui n'a pas d'eau. On essaye de combler avec des forages. La gestion, elle est stressante et compliquée. Et compliquée, voilà. Mais sinon, il y a un autre facteur. Donc, on a compris qu'on était quand même dépendant du climat. Mais il y a un autre facteur aussi, c'est le mode de consommation probablement. Donc, des agriculteurs, au niveau des industries, au niveau du simple consommateur aussi. Est-ce que, par exemple, la surconsommation, est-ce que le gaspillage, est-ce que la mauvaise consommation justement de cette eau peut aussi être un facteur donc de problématique par rapport à la gestion des barrages? Non, ça c'est un problème de distribution. Nous, à l'AMBT, on mobilise de l'eau. Ça veut dire qu'on mobilise le maximum. La distribution, c'est une autre entité, elle gère tout ça. Mais qu'est-ce que je peux dire dans ce volet-là? Nous, on débourse beaucoup d'argent pour mobiliser de l'eau. Ça veut dire un barrage, il coûte beaucoup d'argent. On mobilise beaucoup, on met beaucoup de moyens elle est très chère. Oui. Ça veut dire, par exemple, si on prend le prix de revient d'un mètre cube mobilisé, il est à 7 dinars le mètre cube avec toutes ses charges. Charges d'exploitation, charges de maintenance, charges tout ça, donc il coûte cher. Donc il faut que le citoyen sache que cette eau, elle est très chère, il faut qu'il la protège, il faut qu'il ne la gaspille pas. C'est très important parce qu'on n'a pas cette marge de manœuvre, on n'est pas à l'aise. On est dans un pays semi-aride. Oui. Ça veut dire un pays qui manque d'eau. On n'est pas un pays là où il y a de l'eau à l'abondance. Donc le citoyen doit savoir que cette eau, elle est très précieuse. Il doit l'optimiser. Et même si nous, en Algérie, ils considèrent que, même dans la Constitution, l'eau, c'est un bien social. Ça veut dire qu'il il n'est pas vendu à son prix réel. Il y a un prix symbolique. Effectivement, la facture, elle est toujours par rapport à son consomme symbolique. Voilà, donc il faut que le citoyen sache que c'est vrai, c'est un bien, il est pratiquement, on ne peut pas dire gratuit, mais mais il doit savoir que c'est une ressource précieuse, il doit la garder. Et justement, il y a des campagnes de sensibilisation dans ce sens? Aussi au niveau de l'Algérienne des eaux, nous au niveau des barrages, on fait des campagnes autres. On fait des campagnes contre la baignade, on fait des campagnes contre la pollution au niveau des barrages. Oui. On fait. Qui est aussi un autre fléau, j'ai envie de dire. Un autre fléau, oui. Mais sinon, les barrages, ça vit. Hein. Il y a une vie dans les barrages. C'est normal parce que on peut dire, des choses les plus bénéfique dans un barrage, c'est qu'il fait un microclimat. Il fait un microclimat. Ça veut dire quand on a une région, elle est aride. Quand on construit un barrage, il y a un lac. Un lac, c'est de l'aquaculture. Il y a l'intérieur des poissons, il y a de la vie. Le barrage, il donne la vie. Ah, on a quand même droit à du poisson frais au sud. Ça, c'est un peu ça. Ça veut dire quand on construit... Non, c'est notre... Comment dire? Quand on construit le barrage, quand on arrive à le construire, on a cette impression qu'il a changé un peu l'environnement là-bas. Il y a de l'activité, il donne de l'eau pour l'alimentation, il donne de l'irrigation.
ils donnent la vie aux poissons, la flore, tout ça. Donc c'est un milieu aquatique qui est vraiment... donc il faut le garder, il ne faut pas le polluer. Et nous, on essaie le maximum de garder un peu cette vie-là au niveau du barrage. Et justement, vous avez parlé donc de création finalement d'un microclimat grâce à ces barrages. Donc même au niveau de l'agriculture, donc on peut aller vers une agriculture qui auparavant on pouvait pas la cultiver, j'ai envie de dire, dans des zones arides. Aujourd'hui, c'est possible justement. C'est possible, mais il faut savoir que l'agriculture, dans les années 70, on avait, en fonction du nombre des barrages, il n'y avait que 100 millions de mètres cubes de condom pour l'irrigation. Mais avec la construction des nouveaux barrages, avec aussi la politique de l'État pour un peu promouvoir l'agriculture, parce que c'est un secteur qui est stratégique. C'est le pilier un peu de l'économie algérienne. Ce volume-là, il a été multiplié par 8, parce qu'actuellement, on donne jusqu'à 600-800 millions de mètres cubes. Ça veut dire, en fonction de ce qui existe, on mobilise le maximum, c'est en fonction de l'eau. Quand il y a beaucoup d'eau dans le barrage, on fait de l'agriculture, on essaye d'exploiter beaucoup de terrain. Donc l'agriculture, elle se développe en fonction de la disponibilité de l'eau. Mais pour un peu optimiser les prélèvements pour l'irrigation, il y a des techniques, il y a des technologies, il y a de l'agriculture par aspersion, il y a du goutte à goutte, il y a tout ça. Donc l'agriculture, elle se fait en fonction de la disponibilité de l'eau. Et donc vous travaillez en collaboration finalement avec l'agriculture. Oui, c'est normal parce que eux, ils ont besoin d'eau, on fait des quotas, il y a des souscriptions qui se fait au niveau de l'Office national d'irrigation et de drainage. Et nous, on essaye de satisfaire la demande en irrigation au maximum. Mais sinon, donc l'eau qui est retenue dans les barrages, donc c'est une eau qui n'est pas seulement destinée à l'agriculture, mais destinée aussi à la consommation domestique. La consommation domestique, elle a connu une augmentation très très importante. On parle de 300 millions dans les années 70, maintenant elle est de 1 milliard 200 000 mètres cubes. Donc on a dépassé les 1 milliard 200 en annuel. Et la consommation, elle augmente avec la population. Ça veut dire, si par exemple, il y a des villes qui se construisent, il y a des trucs, donc on est obligé de les raccorder, donc on est obligé de mobiliser de l'eau. Mais c'est un peu aussi, c'est une ressource qui est stratégique. Ça veut dire qu'on est dans l'obligation de fournir cette eau-là. On ne peut pas laisser les gens sans eau pour l'alimentation eau potable. Donc c'est aussi la vocation du barrage. Et il faut dire quand même que ces dernières années, une bonne partie de la population, du moins urbaine, nous avons de l'eau 24/24 dans les robinets. Non, mais c'est ça, parce que 24, c'est un effort. Parce que vivre dans un pays semi-aride, c'est pas évident. Le H24. Il faut dire que le H24, ce n'est pas dans toutes les localités. C'est pas dans les localités. Pas dans toutes les localités. C'est en fonction de la disponibilité. Parce que nous, on dépend du ciel, donc de la pluviométrie. Lorsqu'on a un ciel qui est clément, il donne de l'eau, donc on mobilise beaucoup d'eau, on donne de l'eau. Mais quand il n'y a pas, on fait des restrictions pour qu'on puisse protéger la ressource et étaler la consommation. C'est vrai que cette année-là, il y a eu des restrictions un peu partout parce qu'on a vécu 2 années de sécheresse. Si vous avez remarqué que c'est dernièrement que la pluviométrie elle est survenue. Donc avant, on avait des pics de température, il y avait beaucoup d'évaporation, on a eu une très longue période de sécheresse. Ce qui a impacté négativement sur les taux de remplissage du barrage. On a atteint jusqu'à 38% de taux de remplissage. Maintenant, il est à 42%. Et on espère que cette situation... Quand même, on n'y va pas à 50%. Hein. Quand même, avec ça, on est loin. Parce qu'il y a eu une pression. Parce que vous savez, comme je l'ai dit, que la gestion des barrages, elle est compliquée. Ça veut dire qu'il y a la contrainte des prélèvements qui augmentent d'une manière vertigineuse. Ça veut dire que les gens demandent, l'industrie demande, l'urbanisation, l'agriculture, ça augmente parce que l'économie, tout ça. Et en même temps, on a la sécheresse, les changements climatiques. Et en même temps, on a le problème de l'envasement, les pertes de capacité. Donc, c'est un contexte qui est un peu très, très délicat. Donc, nous, on essaye de satisfaire la demande avec tout ce qu'on pouvait
ce qu'on a comme moyen. Voilà, alors ce qu'on a comme moyen, mais sinon vous avez dit que ce qui fait partie un petit peu de la stratégie donc, du pays, c'est d'aller vers la construction de plus de barrages, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Donc qu'en est-il finalement de ce projet? Non, actuellement, Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de effectivement. moyens financiers. Donc l'Algérie, elle a fait des efforts très très importants parce à l'indépendance, on avait 4 barrages. Donc on a hérité du colonialisme 14 barrages. 14 barrages entre 62 et 2000, l'Algérie a construit 67 barrages. On a mis en exploitation. On a augmenté la capacité à 8 milliards de mètres cubes. Actuellement, on est en train de construire 5 barrages d'autres. À quel niveau? Donc, un peu partout, à l'Est, généralement, je ne me souviens pas exactement, mais il y a 5 barrages qui sont un peu répartis. Donc, il y a aussi des barrages en étude et on espère arriver à 130 barrages dans 2035. Donc, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas de oued qui coule. Ça veut dire qu'on n'est pas comme les pays européens. Ça veut dire que les pays européens, ils ont des oued, malgré que le changement climatique, il les touche maintenant, mais pas autant que nous. En Europe, ils ont des oued qui coulent. Ils n'ont pas ils ont cette disponibilité d'eau, mais nous, non. Nous, par exemple, si vous remarquez, les oued s'achètent totalement en été. En été, oui. Donc, on est obligé de mobiliser, donc de mobiliser de l'eau. Donc, la stratégie, c'est de construire des barrages, de faire de l'interconnexion entre barrages et barrages. Quand on fait des transferts d'eau, on fait de l'interconnexion pour faire l'équilibre entre les régions qui ont un déficit d'eau et les régions qui ont de l'eau, parce que dans notre pays, la ressource elle est inégalement répartie. Ça veut dire, si vous avez remarqué bien, l'Est est plus arrosé que l'Ouest. Que l'Ouest, oui. Justement, ça allait être ma question que j'avais envie de vous poser. Par rapport, donc vous avez dit qu'il y avait des barrages qui sont en étude, donc il est clair qu'il faut toujours faire des études avant d'entreprendre quelconque projet. Et donc, lorsque vous faites votre étude et donc de décider à quel emplacement, par exemple, vous allez construire un barrage, c'est toujours justement par rapport aux facteurs de pluviométrie, donc de savoir quelles sont les régions peut-être qui sont plus pluvieuses que d'autres, et c'est là où vous allez implanter les barrages. Comment ça se passe? Pour la construction de barrages, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent. Il y a les paramètres géologiques, pédologiques, il faut aussi des paramètres topographiques, parce que le barrage, il est construit dans une gorge. Un barrage, il faut qu'il soit dans le point le plus bas. Vous avez lorsqu'il y a de l'eau. Donc l'eau n'a pas par le principe de gravité, ça passe du point le plus haut au point le plus bas. Le barrage, il faut qu'il soit dans le point le plus bas. Donc nous, le choix du barrage, il faut qu'il soit minutieux. Dans une gorge, au point le plus bas du bassin versant. On a un bassin versant qui accumule de l'eau, c'est comme un bassin. Lorsque la pluviométrie tombe, donc elle est donc canalisée dans des talvegs, dans des petites ouettes pour arriver au point le plus bas. Nous, on cherche le point le plus bas avec une gorge bien particulière qui a des caractéristiques topographiques et géologiques, tout ça, et on fait des études d'APD, tout ça, pour savoir s'il n'y a pas des problèmes pour construire le barrage, et à partir de ça, on peut dire, voilà, on peut construire un barrage dans cet endroit. Voilà. Et donc, ça va être les projets à venir. Donc, il y a combien de barrages qui sont en étude en ce moment? Bon, on espère arriver au total à 130 barrages, en 2035, 2040-2035. Voilà, donc 2035. Si les choses se passent bien, Inch'Allah, on espère. En termes financiers, en termes même hydrologiques même. Oui. Et climatique aussi. Et climatique aussi. Climatique, oui. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Mourad Ouglaman. Merci, madame. Merci donc de nous avoir éclairé encore plus sur l'exploitation des barrages. Alors, je rappelle, vous êtes responsable d'exploitation des barrages au niveau de l'Agence nationale des barrages et des transferts. Merci beaucoup à vous. Et comme je vous le disais donc en début d'émission, dans un petit moment, donc il y aura en ligne, donc par Internet, une rencontre sur les échanges donc des nouvelles pratiques en ressources humaines. C'est la 3e édition qui est organisée par Emploatique et par Skype. Nous avons avec nous Madame Yasmine Hadj Amar. Bonjour. Bonjour. Madame Hadj Ahmed, vous êtes avec nous? Bonjour. Alors, Madame Yasmine Hadj Ahmed est responsable de communication de Emploatique qui organise donc la 3e édition de Talent Day. Talent Day, donc, qui est une conférence sur les échanges en nouvelles pratiques de ressources humaines. Est-ce que vous nous entendez? Voilà, elle est avec nous. Bonjour. Bonjour.
Alors, vous avez commencé l'événement, ça va commencer? Oui, l'événement, enfin, le début est imminent, donc nous commençons à 9h30, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, alors donc c'est un événement donc c'est une rencontre que vous allez faire sur les échanges en nouvelles pratiques des ressources humaines, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Donc en fait, c'est la troisième édition du Talent Day que nous avons l'habitude de faire en présentiel. Cette année, vu les contraintes sanitaires, donc nous avons décidé de maintenir quand même cette rencontre. En fait, le but de cette rencontre est, comme le slogan l'indique, inspirer les pratiques RH de demain. Donc en fait, il s'agirait de s'ouvrir aux dernières pratiques RH, beaucoup plus dans le digital, et de faire en sorte à ce que, pourquoi pas, les dirigeants et les DRH algériens puissent les adopter. Voilà, alors il y aura des participants donc, qui vont donner des conférences. Alors, quelles sont les principales thématiques auxquelles vous allez vous intéresser aujourd'hui? Alors, les principales thématiques sont donc par exemple les tendances du marché de l'emploi algérien, donc tout ce qui est perspective. Nous allons aussi nous intéresser à la transformation, donc change leadership versus change management. Nous allons aussi nous intéresser à la self-business intelligence au service des ressources humaines, sur la stratégie de tout ce qui est marque employeur. Nous allons aussi nous intéresser sur la motivation et l'apprentissage des équipes justement en période d'incertitude. Et enfin, nous allons aussi nous intéresser à comment ériger une entreprise, donc développer une entreprise et créer une entreprise en mode remote, c'est-à-dire en distanciel. Voilà, donc ça, ce sont des spécialistes qui vont prendre la parole aussi pour donner toutes ces conférences. Mais sinon, donc ces rencontres sont destinées à qui peut participer, qui peut suivre toutes ces interventions? Alors en fait, les interventions sont destinées beaucoup plus aux professionnels des ressources humaines, mais tout apprenant ou toute personne s'intéressant au domaine des ressources humaines et aux nouveautés des ressources humaines peuvent justement nous rejoindre lors de cette conférence. Voilà, ben merci beaucoup Yasmine Hadj Ahmed, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes. Je sais que vous êtes sous pression en ce moment, du moment que vous êtes en train d'organiser l'événement. Merci beaucoup à vous. Donc on rappelle que l'événement va durer jusqu'à midi. Jusqu'à midi, les personnes qui veulent s'inscrire peuvent se diriger sur le www.emploitique.com/talent-day et donc ils peuvent nous rejoindre sur l'événement directement et par la suite pour celles qui ont peut-être raté l'événement, ils peuvent revoir le replay sur la plateforme du webinaire ou sur notre chaîne YouTube. Très bien, merci beaucoup à vous Yasmine Hadj Ahmed. Je rappelle, vous êtes responsable de communication au niveau de Emploitique. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette matinée. Voilà, alors on continue et comme on l'a dit en début d'émission que la pandémie a touché tous les secteurs, notamment le secteur donc, de la culture, des artistes et l'ANDA donc, a pris beaucoup de mesures, plusieurs mesures en faveur des artistes. Mais avant cela, c'est un portrait donc, que Leïla Ben Aïcha a dressé à une dame qui nous a toujours accompagné, qui nous a accompagnés dès notre tendre enfance avec son humour. Il s'agit de Atika Toubal. لينا بهدلتينا قدام الناس 20 سنه في فرنسا ما تعرفيش تقولي لا غاسترونومي فرونسيز. هنونا حبيت نصغرها انايا بالعاني. هادو قليل. واش يقول؟ هادو قليل. قليل على الاقل انت صقيرات انا دراهم صقيرين هذاك هو. حتى انا مصباح انا نطلب في القايله. زيد الحال سي مخلوف. هذا حق. ها وزاد لك. شنو هذا؟ اقعدي لتحت.
Sur de longues années et à travers ses multiples parutions humoristiques sur nos écrans de télé, la comédienne Atika Toubal a toujours fait le bonheur du public algérien, avec sa spontanéité dans le jeu et son humour inné. Atika, qui nous a tant fait rire, sourire, a besoin aujourd'hui de tous pour la soutenir dans sa maladie. والعين هيا مالها شوفي لي استنى دقيقه سنة نتوما قبل حتى يجيني حالي يا اخي بالدقائق يجوني بالسوايع شو لحظه راح نسلم هاي مالها بدايه يما رحت على لوبيراسيون لي ترو ديليكا ترو ديليكا تماك ما قدرتش نعاود نوض تعودت كاع aujourd'hui 12 jours مازالت عندي لا دولور ما نقدر ندور هاك ما نقدر ندور هاك لي ميدسان جا قال لي عندك عندي بلاسمون دو فيرتابل لانج دوقاتيك درت لي ياغام مام في الياغام خرجت الوغ دوقاتيك كيجيني ان شيروجيان باش نشوف يزيد يشوفني لازم بليزيوغ افي دو ميدسان تبدلني انا 90 كيلو شحم والحم في 2 كيلو بطاطا قول له يسود له السعد جو سوفر راني نسوفر يا اختي راني نسوفر ان شاء الله نقول لهم بك يعطيهم الصحه الشعب الجزائري كاع اللي كان متضامن معايا ربي يعطيهم يتمناو ساسوا ايسي ساسوا على ليترونجي نقول لهم ميرسي بوكو اللي ضمنتوا معايا جو ريميرسي ا تو لي زارتيست تانيك اللي وقفوا معايا جو ريميرسي ا تو لي جورناليست جو ريميرسي تو الموند نقول لهم يعطيكم الصحة وإن شاء الله ما نطلب والو نطلب جو ريميرسي لوندا تانيك اللي جاو ليا نقول لهم ما نسحق والو نسحق نوقف على رجليا باسكو دونك راني في هاد ليطا لازم نريح شوية باش نجي روبرو لا ريديكاسيون باسكو على بالك دوك نعاود كلش ازيرو حتى بديت شوية نددش وكاع دوك عاودت وليت ازيرو كيما نهار درت لوبيراسيون ان شاء الله بك كي نعاود جو روبرو لا ريديكاسيون ان شاء الله نعاود نبرا هذا ما كان نقول لهم طلبوني ان شاء الله نبرا ونوقف على رجليا جو دوموند غيان هيا اخفي شوفي انتيا نعم مدام غير الخير غير الخير تبعيني تشوفي دقاتك القصر هيا نوضي وعلاه نتبعك شكون انتيا يا مدام شكون انا نعم انا الاميره تاعك انت الاميره تاعي وانا الشوافه تاع بناتك صافا هكذا الشوافه تاع بناتي وي اما لا تبعيني تشوفي هيا معايا صافي 30 ساعه يا رواحي بصح دبر راسك حبيتي نحكي صافي 30 ساعه هذه سي اون كوليك دو ترافاي صافي دو 30 خطره تلاقينا في لامبيا ومن بعد قالت لي انا قلت لها يا سنانك شبان قلت لها سنانك قالت لي ايه قلت لها كي تمسخري بيا دونتي قلت لها حلي فمك حلت فمها جبتهم لها خبات قلت لها يا شبان سنانك وهي تخلعت فيا كي جبتهم لها وانا جيت تيجان هذاك الوقت سمعيني ليلى نو سمحي لي انتيا والله سي ترو سامبا انا بالك كنت شويه طويشيه اخي ليلى كنت طويشيه داك الوقت جيتي عتيقه سي جافي ان دونتي كنت جبتيه كنت نجبدو لك يطيح يتكسر بس هي ماشي دونتي Merci beaucoup, Lila. C'est Atika, c'est notre Atika, elle est adorable. Merci. Elle est très spontanée, elle est très sympathique. Qui met tu vois à la télé, qui met tu vois à la réalité. Elle dit que de belles choses. Merci beaucoup, ma chérie. Merci Atika. Merci Lila Ben Aïcha. Inch'Allah. Wallah, merci Lila. Et merci à toute l'équipe. Inch'Allah. Wallah, Inch'Allah, Rabbi يشفيني. هذا ما كان حنولا. آمين. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Et c'était donc Atika Toubal, c'est Leïla Ben Aïcha, qu'il a
rencontré. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement et un très vite retour donc, sur la chaîne de télévision. Elle nous a tant fait rire et tant accompagné. Justement, pour la prise en charge des artistes, nous avons un représentant de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins. Il s'agit de M. Saïd Zentar. Bonjour. Alors, vous êtes chargé d'études au niveau de l'ANDA. Voilà, alors là, on a vu quand même un portrait assez émouvant donc, de Atika. Elle vous a remercié d'ailleurs dans le portrait parce que vous avez fait quand même preuve de solidarité avec Atika. Bien sûr, on a toujours fait preuve de solidarité avec Atika. Pas que Atika, bien sûr, pas que Atika, plusieurs artistes. Certes, on ne communique pas souvent sur les noms et les personnes qui bénéficient des aides dans le cadre de l'aide sociale, parce que vous savez, à l'ANDA, nous avons un fonds social des auteurs et artistes qui est dédié à ces actions. Bon, entre autres, l'aide sociale des artistes, mais pas que ça. Donc c'est un fonds social au niveau de l'ANDA qui s'occupe de l'aide sociale des membres, des adhérents, des paiements des hospitalisations et la prise en charge de nos adhérents en clinique, du paiement des retraites complémentaires. Il faut savoir aussi qu'il y a des adhérents à l'ANDA qui bénéficient de retraites complémentaires. Ils sont en nombre de 431. Quand même, c'est un chiffre. Rien que pour les 3 premiers trimestres, ça représente près de 54 millions de dinars qui sont versés au titre de la retraite complémentaire. On a aussi la pension de vieillesse complémentaire qui est versée aux membres adhérents. Donc, des frais, tout frais de déplacement, de prise en charge. Donc, on a un fonds social qui a toujours existé à l'ANDA. Et justement, donc c'est un fonds social qui a toujours existé à l'ANDA, donc on l'a vu à travers toutes ces années. Cependant, cette année a été une année exceptionnelle pour tous les secteurs, notamment le secteur donc, de la culture. C'est la pandémie. Donc la pandémie qui a touché un petit peu l'activité artistique. Qu'en est-il de la prise en charge des artistes? On ne peut pas dire qu'elle a peu touché, mais elle a vraiment eu des répercussions bien sûr, très importantes. Elle a causé le gel pratiquement de toute l'activité, toutes les activités culturelles. Donc pour cela, il y a eu un vaste programme qui a été initié par le ministère de la Culture et des Arts, qui consiste à venir en aide à la communauté, en général à la communauté des artistes. Donc l'ANDA étant une entreprise sous tutelle, a été chargée de prendre en charge une partie de cette opération. Bien sûr, dans le respect des règlements et des lois qui régissent l'ANDA. Donc, au niveau de l'ANDA, on a un dispositif qui nous permet de venir en aide et d'attribuer des aides à nos adhérents. Ce dispositif consiste en ce fonds social. On l'appelle bien fonds social des artistes, auteurs et artistes. Il faut comprendre aussi que ce fonds social est alimenté à partir des cotisations des auteurs. Très bien. Que nous prélevons directement à la source à chaque répartition. Donc c'est un fonds social qui appartient aux cotisants. D'accord. Donc c'est pour ça que, bon, bien sûr, avec l'aval de notre conseil d'administration, il faut savoir aussi que l'ANDA est géré par un conseil d'administration qui est composé majoritairement de membres adhérents élus par leurs compères. Donc c'est l'argent qui revient aux cotisants. D'accord. Bon, donc on va dire que c'est le cadre légal pour agir et attribuer des aides. Donc on a arrêté certaines conditions pour faire bénéficier les adhérents de cette aide Covid-19. Bon, on n'a pas vraiment été très dur par rapport aux conditions pour l'octroi de cette aide, bien sûr toujours avec l'aval du conseil d'administration. L'opération a commencé en début avril. Nous avons reçu, bon, après traitement et juste après déclaration de confinement finalement. Juste après, quelques jours plus tard, à partir, on a commencé à travailler. Il y a eu un premier groupe de travail qui a été formé au niveau du ministère. Par la suite, un deuxième groupe qui a été formé au niveau de l'ANDA pour prendre en charge la partie qui nous revenait, bien sûr. Donc, ce groupe de travail a commencé à travailler exactement le 6 avril. On a commencé à travailler, à recevoir les demandes, à traiter les demandes. Au total, nous avons reçu près de 6000 demandes. Bon, après avoir apuré les listes et tout, on est arrivé à 6500 demandes. Nous avons répondu favorablement à 3420 adhérents
ont déjà, c'est-à-dire les virements ont été effectués. Ils ont reçu leur argent. Ceux qui ne remplissent pas les conditions, parce qu'il faut cotiser, on ne peut pas attribuer une aide à une personne qui ne marche pas à un fonds. Comme je l'ai expliqué, c'est l'argent qui revient aux auteurs. Ceux-là n'ont pas été exclus. Il faut comprendre que ceux-là ont été réorientés vers un autre dispositif. Donc il y a eu 2 opérations en parallèle. Une opération dirigée et chapeautée, financée directement par le ministère de la Culture, et une opération financée et dirigée par l'Office national des droits d'auteur. Très bien. Alors, dans ce sens, on va voir un portrait. Donc, c'est l'ami Aboudbouda qui s'en est intéressé. Un portrait donc du virtuose, du violon Khaireddin Mkachiche, et on se retrouve juste après. Mon histoire avec la musique déjà a commencé en 1983, alors que j'avais 11 ans à l'époque. Mon père ne voulait pas que je fasse de la musique alors qu'il était musicien déjà. Il voulait que je fasse des études poussées. Depuis le début, il voulait vraiment que je fasse des études. Mais j'ai quand même insisté, j'ai fini par gagner. Et j'ai commencé à faire de la musique en 1983 quand j'ai intégré le Conservatoire d'Alger et l'association musicale de musique andalouse Khadjia qui n'est plus à citer. C'est une photo très importante à mes yeux parce que c'était pendant mes débuts. Je vais vous la montrer. C'était en 1986. Cette photo a été prise lors d'un concert très important à l'époque. C'était le festival du printemps musical, le Rabi' al-Musiqi, اللي كان يندار كل عام à l'époque. À l'époque, j'étais élève Khadjia et j'ai pris ça. Enfin, mon père a demandé à un photographe de me prendre en photo à l'époque. C'était un joli souvenir, dédicacé par trois personnes très chères à mes yeux. C'est Ahmed Blounish, qui était le président de l'association Khadjia. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il m'a écrit. Khaireddin Mkachiche, qui représente l'essence de la musique classique de Khadjia, avec toutes mes félicitations, tout ce qui s'ensuit. Alors, il y a aussi Rizqi Harbit, qui était mon professeur, avec à mon très brillant élève Khaireddin, avec tous mes encouragements. La carrière internationale qui a commencé en 1997. J'ai commencé à jouer avec une chanteuse marocaine qui s'appelle Amina Alaoui, que j'ai accompagnée quand même 13 ans. En parallèle, comme le projet des Orientales, hommage au musical d'Algérie. Et juste après, il y a eu le projet Siwan. C'est un immense projet norvégien à la base, du compositeur Jon Balk, le pianiste norvégien. Juste après, il y a eu le projet de John Hassel, le trompettiste américain, le légendaire trompettiste américain, avec qui aussi j'ai bossé quand même pendant 7 ans. Il y a un autre projet qui me tient à cœur, c'est le projet de Dr S. Subramaniam, le violoniste indien, que j'ai rencontré par hasard. Et il semblait très intéressé par la musique algérienne. Oui, c'est impressionnant, c'est très bien. Au fait, j'ai un projet qui me tient à cœur, c'est de rassembler les meilleurs violonistes du monde, auquel j'ai été invité comme violoniste maghrébin déjà et arabe en deuxième lieu, pour représenter un petit peu la couleur algérienne et maghrébine et arabe dans ce festival. Et le dernier projet à l'international, c'est le projet Behdia. C'est un projet personnel dans lequel je suis leader avec... on est 2 leaders dans ce projet. C'est un projet plutôt belge, algéro-belge, voilà. Donc il y a le saxophoniste Manuel Hermia, qui nous vient de Bruxelles, qui est un super musicien, très connu de la hip-hop technique. Il n'y a aucun secret, il faut juste y croire et travailler, tout simplement. Ce projet-là est très important parce que tous les revenus de ce projet-là vont aller à l'enfance. C'est au fait tous les artistes y ont adhéré, que ce soit musiciens ou chanteurs. Il y a plusieurs musiciens stars qui ont participé, aussi des chanteurs stars
algériens qui ont participé, qu'ils soient ici en Algérie ou à l'extérieur de l'Algérie, à l'étranger. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur, auquel on aimerait bien vraiment donner de l'importance et donner de l'impact, parce qu'au fait, le musicien ou l'artiste en général n'est pas là que pour faire danser les gens. Il y a une thaqafa derrière, ou le message à faire passer. Il n'y a pas que l'argent, au fait. On peut faire de la musique aussi pour des bonnes causes qui m'aident. Le syndicat, c'est vraiment d'essayer de trouver des solutions le plus tôt possible, notamment le statut d'artiste qui tarde à venir. Et on en a parlé la dernière fois avec la ministre de la Culture, parce qu'elle nous a accueillis. Et on a parlé de nos revendications, on a parlé un petit peu des différents problèmes dans lesquels l'artiste se démêle chaque jour, et notamment le statut d'artiste qui est très très important à nos yeux, la couverture sociale et les primes Covid pour aider les artistes pendant cette dure période. Je suis très bricoleur, j'aime bien le bricolage. ناكل كلش ما عنديش مشكل، مي الشتا كي ندار سي الفيستا عندنا. Et voilà, donc c'était une interview qui a été accordée donc au virtuose du violon Khaireddine Mkachiche, et c'est un sujet de Lamia Boudbouda. Donc je reviens à vous, Monsieur Zentar. Donc juste avant de voir le portrait, nous parlions un petit peu de la prise en charge donc, des artistes durant cette pandémie. Plus de 3000, vous avez dit plus de 3400 demandes. 3420 voilà, ont été prises en charge. Demandes ont été prises en charge uniquement pour l'opération aide Covid. Voilà. Parce qu'on a 85 aides sociales accordées en dehors de l'opération aide Covid. Oui. Donc parce que c'est un fonds qui travaille à longueur d'année. C'est ça. Il n'a pas été créé uniquement. Voilà. C'est un fonds qui existait auparavant. Qui n'a pas été créé pour la circonstance. Il a toujours été, entre autres, pour répondre à des situations pareilles. Effectivement. Bon, on espère que ça ne va pas se répéter. Mais sinon, vous avez eu quand même plus de 6500 demandes. Vous en avez traité plus que la moitié. Et donc, pour ceux qui ne remplissent pas les conditions, donc quel est un petit peu leur sort? Ceux qui ne remplissent pas les conditions, donc, comme on a parlé tout à l'heure, sont réorientés vers un deuxième dispositif. Ils sont pris en charge par le ministère de la Culture. Voilà, donc la prise en charge y est toujours. Y est toujours, bien sûr. Donc il y a, si on veut, deux opérations en parallèle. Donc une opération chapeautée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est financée par le Fonds social des auteurs, une autre opération qui est financée et gérée directement par le ministère de la Culture. Voilà, donc les artistes seront pris en charge, on rassure. Bien sûr, donc on rassure que les artistes seront et pris en charge. même aussi, j'aimerais bien dire que même l'opération continue. Continue, oui. On continue à recevoir des recours, comme peut recevoir des demandes. On n'a pas encore arrêté une date butoir pour la fin de l'opération. Tant que la pandémie persiste, on continuera à recevoir des demandes et à répondre, bien sûr, à traiter les dossiers. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Saïd Zentar, de nous avoir éclairé un peu plus donc, sur le cas des artistes, particulièrement durant cette pandémie. Merci à vous. Donc, je rappelle, vous êtes chargé d'études au niveau de l'ONDA, donc l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée en compagnie de Mohamed Yahyaoui qui nous parlera de son voyage au Kenya. Nous parlerons aussi de savonnerie traditionnelle et ce sera juste après cette balade.
voilà, un plateau bien garni, bien parfumé, surtout avec tout ce qui est traditionnel, puisqu'on va parler de savonnerie traditionnelle ce matin en compagnie de Namira. Bonjour. Alors Namira Menasser, vous êtes artisane en savonnerie. Oui, tout à fait. Vous saviez qu'on disait sur les artisans d'une manière savonnerie, savonneurs et savonneuses? Je ne savais pas, je l'ai appris tout à l'heure. On en a parlé ce matin, on a bien rigolé et pourtant on les appelle savonneurs. Savonneurs. Et savonneuses. Ok, Voilà. bah c'est bon. Alors aujourd'hui, vous allez être savonneuse. Oui. Dans le bon sens. Enfin, je le suis depuis Voilà, un moment, mais voilà. Dans le bon sens, avec une très belle mousse et surtout de très bonnes odeurs merci, qui viennent merci. tout juste du terroir. Nous allons faire un voyage ce matin. Alors, ce ne sera pas des moindres puisque nous allons partir en Afrique. Ce sera en compagnie de Mohamed Yahyaoui. Mohamed, bonjour. Bonjour, Ça va bonjour, ça va très bien. Alors, Mohamed insiste sur son masque. Oui, Il je insiste, préfère il a le masque raison. et puis le gel. Le gel, il ne quitte pas. C'est très important, il ne me quitte pas. Et le journal, bien entendu, pour avoir Un l'actualité journal du jour. pour l'actualité, enfin c'est L'actualité juste du pour jour. parler du sujet qui nous intéresse, le Kenya. Voilà. Hein. Alors le Kenya, aujourd'hui, alors on va revenir à vous dans Oui, un bien petit sûr. moment. Et donc le Kenya, aujourd'hui, ça va être, donc le Kenya va être à l'honneur. Et c'est pas fortuit puisqu'aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière pour ce pays. Très particulière, ils fêtent leur indépendance, c'est le 53e anniversaire de leur indépendance et donc c'est la grande fête. Ici, j'ai pensé qu'il était intéressant de faire connaître ce pays à nos compatriotes qui tardent un petit peu à s'intéresser à ces pays africains anglophones. Le peu que nos compatriotes connaissent sur l'Afrique, c'est les pays francophones qui sont voisins de notre pays. Mais moi, je suis un petit peu... je voudrais qu'on puisse connaître ces pays-là parce que c'est du nouveau et c'est très intéressant pour nos compatriotes. C'est un pays qui a suivi à peu près le même parcours. Colonisation, lutte, indépendance, ensuite... le pays indépendant qui s'arrange et qui devient... C'est un pays qui est très très ouvert à la modernité et qui fait beaucoup de choses maintenant. C'est un pays qui a souffert. Il y a des photos qui défilent, Mohamed. Ah oui, justement. Alors là, merci la régie. Ça, c'est l'équivalent de notre Bouamama, par exemple. C'est un combattant qui a lutté contre le colonialisme. Voilà, la résistance. Il y en a, on en a fait une statue à Nairobi. Et il y en a d'autres. On a la suivante, s'il vous plaît. On a quelqu'un d'autre. Non, c'est pas moi, ça c'est moi. Non, moi je ne suis pas un combattant du Kenya. Vous êtes un combattant d'un autre genre puisque vous vous êtes déplacé au Kenya, vous avez côtoyé un petit peu les habitants du Kenya et vous êtes revenu quand même avec de très beaux souvenirs. Très bons souvenirs, des films documentaires aussi. Mais là, ce qu'on vient de voir, c'est juste pour expliquer qu'il y a une grande variété de tribus, d'ethnies. Il y a à peu près 150 avec des langues, donc ça veut dire que c'est très très riche en matière culturelle. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est un pays touristique, mais il n'y a pas que le safari et tout le reste. Il y a beaucoup plus. Il y a un pays varié qui a 500 km de plage du côté de l'océan Indien. Il y a un grand lac. Ici, là, je suis en train de rentrer dans un safari et je me fais accompagner par le garde forestier parce qu'il faut se faire accompagner, sinon on risque de se faire bouffer par les animaux sauvages. On peut faire des rencontres insoupçonnées. Oui, des rencontres un petit peu... Mais enfin, il y a des protections. On se protège pour voyager dans ces réserves-là. Donc, c'est un pays qui fait partie du Commonwealth, donc anglophone, un immense bloc à l'échelle planétaire où il y a des relations économiques, de la promotion sociale entre ces pays-là. C'est un pays qui est très ouvert donc à la modernité, qui a organisé, très porté sur l'environnement. Il vient d'organiser, il y a 2 ans de ça, l'économie bleue. Et là, on voit un crâne, c'est pour montrer que c'est le berceau de l'humanité. Ils sont dans la Rift Valley. C'est là où on a trouvé les squelettes les plus anciens hominidés.
Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas, il y a tellement de choses. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Mohamed, dans votre voyage? Écoutez, moi, tout était intéressant. Là où de toute façon, on a vu le documentaire qui a été diffusé plusieurs fois donc sur Canal Algérie. Exactement. C'est vrai que c'est un voyage... Oui, c'est vraiment fabuleux. On se croirait dans un rêve, mais enfin, c'est la réalité. Mais là, ça vous donne envie de faire... Oui, j'aimerais bien visiter l'Afrique. Malheureusement, si vous voulez visiter le Kenya, vous serez obligé de prendre une escale et de changer de vol, parce que malheureusement, hélas, 3 fois hélas, il n'y a pas de vol direct. Il n'y a pas de vol direct, voilà. Donc, il faut passer effectivement. Alors, il faut dire aussi que le Kenya, c'est un pays qui compte beaucoup donc, sur tout ce qui est traditionnel, sur tout ce qui est travaux manuels. Et aujourd'hui, on en parle avec vous, Namira, n'est-ce pas? Alors, avant de parler un petit peu de votre passion pour les savons, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un retour quand même de la part de la population qui s'intéresse de plus en plus à tout ce qui est traditionnel? Parce que là, qu'à un moment donné, on a été envahi par tout ce qui était industriel. Aujourd'hui, vous ressentez quand même ce retour vers cet intérêt, vers tout ce qui est bio, tout ce qui est traditionnel? Tout à fait. Il y a de plus en plus de personnes qui aiment ça. Il y a de plus de personnes qui donnent de la valeur au travail manuel, au handmade, tout ce qui est fait à la main. Vraiment, et pour les personnes qui sont passionnées, pour les artisans, pour le produit made in Bladi, pour le produit artisanal, on utilise des richesses du sud de notre Algérie, parce que moi-même je suis artisane de Gherdaya, donc on utilise des richesses incroyables et la nature tannale est très très riche en tout ce qui est argile, les miels, tout ce qui, parce que on en a parlé tout à l'heure, les miels, la cire d'abeille du Alors du aujourd'hui, sud. on parle de miel donc urbain, on peut faire carrément du miel à la maison. Voilà, donc il y a quoi aussi? Il y a des laits, les laits de chèvre, de chamelle, tout ce qui s'ensuit. Et donc toute cette richesse-là, en fait, on fait des savons très très doux, des savons naturels, et les gens adorent ça. Alors, Namira, pardon. Namira, ça vient de Namira, c'est ça? Ça vient de la lionne? Non, Namira, en fait, plutôt de la tigresse. Namira, c'est la tigresse. Non. Namira, en fait, c'est un petit nuage. D'accord. C'est le petit nuage très très léger qu'on voit. D'accord, alors c'est très coloré. Et puis ça a une odeur quand même vraiment du savon. Alors, Namira, comment vous êtes venue au savon? Alors en fait, c'est ma maman qui m'a donné un coup de boost, parce que moi en fait, chez nous, on a toujours fait des produits cosmétiques à la maison, tout ce qui est baume, tout ce qui est dentifrice naturel, tout ce qui est savon et tout ce qui s'ensuit. Et là, ma maman m'a donné un coup de boost, elle me dit tiens, on a de l'eau de rose qui est d'excellente qualité, en fait, parce que ma grand-mère, elle est constantinoise, elle en fait chez elle. Ah, c'est vrai que les Constantinois, c'est très réputé chez eux. Taqtar, tout à fait. De l'eau de rose, de l'eau de jasmin, des eaux florales. Donc voilà, et avec ça, maman m'a dit, Mina, vas-y, essaye. Et puis voilà, c'est venu Namira Handmade Soap et c'est créé. Alors vous avez suivi une formation, ça a été... Comment c'est passé? En fait, on est obligé d'avoir une formation, d'avoir un diplôme en fait, pour exercer ce qu'on fait. Mais voilà, j'ai fait une formation, j'ai eu des agréments et tout ce qui s'ensuit. Et là... On fait en fait plusieurs variétés de savons. On a une gamme de savons. Plusieurs variétés, mais surtout plusieurs couleurs, plusieurs formes. On a une gamme qui est 100% naturelle, qui est sans conservateur, sans parfum, sans colorant. Et là, on a une petite gamme de savons, par exemple des savons à thème. On a le petit ballon de foot, le petit ballon de rugby, de la petite pastèque en fait. Voilà, petite pastèque. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que ça se déforme lorsqu'on l'utilise, au fur et à mesure qu'on l'utilise? Oui, ça reste un savon. Ça fond à l'eau et tout ce qui s'ensuit. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de produits chimiques, parce que moi, les savons que j'utilise m'irritent beaucoup. Oui. Je risque de vous en acheter tout de suite, là, sur place. Alors, un client. Voilà, un client qui revient. C'est encourageant, qui revient très, très encourageant. En fait, oui, parce que... Mais surtout essayez de sentir, Mohamed, vous allez voir, c'est vraiment l'odeur du savon. Ça nous rappelle un petit peu notre enfance, parce que c'est vrai que notre enfance, mis à part quelques marques qui inondaient un petit peu le marché, c'était toujours les mêmes. Mais ça rappelle vraiment le savon Marseille, ça rappelle vraiment... Tout à fait, c'est à base d'huile d'olive, en fait. Ça sent légèrement l'huile d'olive. C'est à base d'huile d'olive, d'huile d'amande douce, de ricin. Et là, les huiles Hadoma, c'est le savon, en fait, le savon artisanal qui est saponifié à froid. Il est légèrement
surgras et il protège la peau, il laisse le film hydrolipidique de la peau et donc c'est ce qui permet de ne pas assécher la peau et de s'en sortir avec les irritations et la peau, le visage hakayeb, c'est tout. Donc, effectivement, contrairement à la saponification à chaud, où on perd beaucoup de taux de glycérine. De glycérine, tout à fait. Tout à fait. Alors, vous ne vous intéressez pas que au savon, mais il y a autre chose aussi. D'abord, le savon, mais sous toutes ses formes déjà, donc forme solide, mais aussi sabon zaïr, l'incontournable. L'incontournable. Et comment, surtout quand on parle hammam. Hammam, tout à fait. On a du sabon zaïr. Donc vous avez deux sortes de sabon zaïr. Voilà. J'ai l'impression que ce pas les mêmes. Non, alors celui au jasmin, en fait, il contient de l'huile de jasmin dedans. Il est plus doux pour les peaux plus sèches. Et là, on a celui qui contient du thym et de l'huile d'eucalyptus. Hadaya, c'est beaucoup plus pour les peaux avec excès de sébum, pour les peaux grasses et tout ce qui s'ensuit. Voilà. D'accord, très bien. Mais sinon, Namera, il faut dire que pour faire la promotion un petit peu de tout ce qui est traditionnel, vous participez aussi à plusieurs événements où vous êtes en contact direct avec le client afin de leur expliquer. Et c'est ce qui se prépare cette semaine. Oui, alors cette semaine, on était en exposition, ça fait maintenant 4 jours. Oui. Non, parce que voilà, il y en a beaucoup qui ne le savaient pas. Oui. Et là, on prolonge l'exposition jusqu'à la semaine prochaine. Et c'est à Nanana, c'est oh là là. Et voilà le trou de mémoire. Voilà. C'est à la librairie L'Arbre à dire. D'accord. Oui. Très bien. Voilà, on a fait une petite... on a fait un truc sympa avec la librairie. On propose un thème lecture et bien-être. Pour l'exposition, pour la fin de l'année en fait, et on fait bien-être pour le corps, bien-être pour l'esprit. Tout à fait. Finalement. Voilà. On conjugue les deux. Donc ça va se prolonger jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Jusqu'à la fin de jeudi prochain. Très bien. Donc vous êtes en contact direct, il faut le dire, avec vos clientes, oui, avec les gens qui s'intéressent, avec les gens qui viennent découvrir que ça revient. Donc on revient à la tradition. Alors ça se passe comment ce contact avec les gens qui viennent découvrir? J'adore ça. J'adore ça. J'adore parler à mes clientes. J'adore parler de ce que je fais et de leur expliquer la saponification, comment ça se passe et voilà d'où vient exactement ce savon-là. Et voilà, il y a beaucoup qui aiment apprendre beaucoup de choses et tout ce qui sont. Et justement, Mohamed, il faut dire que le Kenya, l'artisanat est très développé, n'est-ce pas? Vous avez eu à rencontrer vous du savon? Pris en flagrant délit, j'allais le cacher. J'espère que on n'a rien vu. Vous avez vu quelque chose? Les caméramans, vous avez vu quelque chose? Ça y est, non, personne n'a vu. Non, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Il est plus Maintenant, la régie, je ne sais pas s'ils ont vu ou pas. Non, mais j'ai une copine, une complice là-bas, elle ne va rien dire, elle non plus. Le savon, au Kenya, ils en font à partir des algues qu'ils cultivent sur Vous le faites aussi, j'imagine. Le savon aux algues? Oui. Non, on ne fait pas encore. Non, sur la côte océane, alors ils exploitent ça au maximum, c'est fait par des femmes, c'est très artisanal. Et c'est un petit peu... C'est des algues qui sont... on met des piquets dans l'eau, on attend, on chérit ces algues-là, on attend la récolte. Et pendant la récolte, c'est la grande fête. Et puis on en fait beaucoup de... Chez nous aussi, c'est pratiquement la même chose. Oui. Parce qu'on va au gisement des argiles algoléa, on extrait nos propres argiles. Et c'est la fête quand on ramène des argiles. Et donc voilà, c'est pratiquement la même chose. La même chose, voilà. Donc c'est juste que les produits, plutôt la matière première changent finalement d'une région à une autre. Vous avez eu à essayer les savons aux algues? Oui, pas ici. Pas ici, oui, au Kenya. Mais quand j'ai entendu parler... c'est exactement ce que font les Kenyans. Ils sont ils ont l'esprit entrepreneurial et ils font énormément de choses avec leurs mains. C'est de l'artisanat. Et puis ils arrivent à canaliser, à commercialiser. Ils sont très agressifs du point de vue marketing. Par exemple, s'ils avaient une Kenyane en face de moi, elle m'aurait déjà vendu 4 ou 5. Et elle m'aurait demandé de payer tout de suite devant témoin, là. Parce qu'il n'y a rien à gratter. Il n'y a pas de welfare, il n'y a pas de cité providence. C'est vraiment, on vend et puis c'est pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie. Ça, c'est vraiment typiquement
un trait très typique du Kenya. Ah ben voilà. Ils sont très forts dans le recyclage aussi. Ouais, très bien. Voilà. Et nous, on commence quand même à être très fort en tout ce qui est bio, il faut le dire. Donc il y a un retour. Ça me fait franchement plaisir. Hein, voilà. Il y a un retour vers la tradition. Des jeunes, des charmantes dames qui s'intéressent au terroir et qui en font quelque chose d'utile au moins. Voilà, effectivement. Ben, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Mohamed Yahyaoui, merci beaucoup pour ce beau voyage au Kenya. Namera Menasseur, donc je rappelle, vous êtes artisane en savonnerie, donc on vous retrouve au niveau de la librairie L'Arbre à dire jusqu'à la semaine prochaine, enfin jusqu'à la fin de semaine, Inch'Allah. Voilà. Donc avec jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à l'autre semaine. Voilà, pas ce jeudi-là, pas ce jeudi de demain, le jeudi de la semaine prochaine. Jeudi de la semaine prochaine. Voilà, c'est parfait. Donc merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci pour tout ce que vous faites pour la tradition et pour le terroir. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouverez Iman Mahargouras demain, Inch'Allah, à partir d'Oran, et ce sera à partir de 8h30. Quant à moi, je vous retrouverai à partir de vendredi. Inch'Allah, je vous souhaite une agréable journée à tous. Au revoir.